les banquiers centraux qui impriment comme des fous. Le prix moyen d'une maison en 1980 représentait 2 salaires annuels moyens. 90% des transactions dans les contrats à terme étaient pilotées par ces algo-traders. Bitcoin, je le vois s'orienter vers 44 000 $, voire 35 000 $ au plus bas. C'est pas du loto la bourse, c'est pas un casino où on jette la pièce et on débute. Il faut vraiment avoir une méthode. T'as 25 ans, tu rentres dans la vie active. Dans quel ordre pour toi tu dois faire les choses ? Salut à tous et bienvenue dans Les Découvreurs. Aujourd'hui, on parle marché financier, on parle action, on parle trading. Je reçois le directeur de la recherche de chez XTB qui va nous parler des erreurs classiques des débutants, comment se protéger de l'inflation, mais également de sa méthode d'analyse et de trading. D'ailleurs, à cette occasion, XTB sponsorise cet épisode et soutient Les Découvreurs et on les remercie. Et pour lier l'utile à l'agréable pour toute ouverture de compte chez XTB, il vous offre une action pour en profiter. Il suffit de cliquer sur le lien que vous avez comme d'habitude dans les commentaires ou dans les notes de l'épisode. C'est parti pour Les Découvreurs aujourd'hui avec Antoine Andréani. Antoine Andréani, bonjour, bienvenue dans Les Découvreurs. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. Je suis content de te recevoir, on va parler finance. Oui. Ah, ça me fait du bien. On va parler investissement. On va parler investissement, on va parler finance. T'es Head of Research. Oui, directeur de la recherche Toujours chez XTB France. Toujours le petit, tu sais, quand c'est en anglais, c'est toujours un peu plus classe dans la finance. C'est vrai. Directeur de la recherche chez XTB, en effet. XTB qui est un broker. Oui, on est un courtier, Ouais. une plateforme d'investissement. On propose 7000 actions, presque 2000 ETF, des matières premières à trader, des CFD, ce genre de choses. Et on a 20 ans d'expérience et on est en forte croissance. Ok, alors c'est quoi le rôle d'un directeur de la recherche ? Directeur de recherche, c'est beaucoup de missions différentes. Analyser les marchés avant tout. Je suis un petit peu la vitrine d'XTB France sur l'aspect un petit peu intellectuel, Ouais. tout en restant humble, hein. Donc je réponds à des interviews vis-à-vis de la presse, je fais mes analyses, je les présente par le biais de mon émission du matin, le Good Morning Market. Donc j'ai un background qui est fondamental, mais j'ai basculé dans la technique au cours des années. Il y a quand même pas mal de temps déjà, même une décennie. Et donc je suis vraiment spécialisé dans l'architecture des marchés en général, tous les marchés. Et notamment, je suis spécialisé dans le suivi des algo-traders qui font des choses très simples. Et donc, j'essaye de vulgariser tout ça le matin dans mon émission. Ok, donc le but, c'est de donner un petit peu la vision aux gens de ce qui se passe sur les marchés. Moi, j'ai l'impression que sur les marchés financiers, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, il y a différentes typologies d'investisseurs. Tu as les professionnels, hedge funds, banques, tu as le sell-side, le buy-side, tu as les quants, tu en parlais, les algo-traders qui ne vont pas du tout trader comme le petit particulier. Et finalement, c'est dur pour le petit particulier de se retrouver au milieu de tout ça. Oui, mais c'est simple en même temps. Parce que si on sait ce que font les gros, si on sait ce que font les hedge funds, les algo-traders, les robots investisseurs, et qu'on arrive à les suivre, on peut les appeler les baleines, on peut les appeler, Ouais. ils ont des noms différents, hein. Mais si on sait comment ils procèdent et qu'on arrive à les suivre, eh bien c'est gagnant-gagnant. C'est un petit peu comme un peu de plancton qui suit une énorme baleine. C'est comme le petit poisson qui est derrière la baleine. Et oui, et donc ça peut être simple et idéalement il faut rester simple dans son approche. Ce qui est simple marche le mieux. Ne jamais se complexifier la vie en trading ou en investissement. Et donc il y a de tout dans ce monde, hein. Il y a des traders individuels, des traders institutionnels, des mastodontes, des monstres, hein, qui brassent des milliards et des milliards dans leurs transactions. Et il faut savoir que minimum 90%, les minimums, hein, des transactions dans les contrats à terme sont pilotées par ces algo-traders, ces traders institutionnels, qu'il faut suivre. Il y a de moins en moins, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a plus, mais il y a de moins en moins de gens qui prennent des ordres manuellement aujourd'hui. Disons que les traders individuels, les investisseurs individuels, oui. Oui. Mais les gros traders, c'est des logiciels décentralisés, quasiment automatiques, qui sont gérés par quelques ingénieurs qui sont payés comme des footballeurs. Et donc, il y a des grandes salles de serveurs, d'ordinateurs, contrairement au passé où c'était uniquement des traders humains qui criaient, comme dans le film Wall Street, par exemple, à Hollywood. Tu dirais quoi, du coup, pour la personne là qui est très débutante, qui est dans le flou, qui se dit « Putain, les marchés financiers, j'en entends parler tout le temps. La bourse, j'en entends parler tout le temps. Mais je confonds peut-être l'investissement long terme par rapport au trading. Je suis dans un univers qui est trop grand pour moi. » Qu'est-ce qu'on fait quand on est débutant pour se lancer et dans quel ordre ? Alors,
L'investissement, c'est du trading, mais c'est du trading sur des périodes hautes, sur du très long terme. Mais ça reste du trading, déjà quelque chose d'important à comprendre. Quand on débute, il faut savoir qu'on va affronter des obstacles personnels, et notamment en France. L'épargnant français est très touché par ça. Donc il va y avoir un obstacle au niveau du temps. Est-ce qu'on a le temps de s'occuper de ses investissements, de trader? Généralement, ça c'est un obstacle, il est légitime. On peut avoir un emploi, une famille, ça prend du temps, et le trading, l'investissement, et donc il y a un petit problème par rapport à ça, ok. Ensuite, généralement, il y a le problème des compétences. On se dit, ouais, il faut être un professionnel pour mettre les mains là-dedans, alors que pas du tout. Il faut faire des choses très simples, c'est ce que moi je présente le matin dans mon émission. Barrière de capital. Les gens ont l'impression qu'il faut être milliardaire pour pouvoir appuyer sur le bouton buy pour acheter une action ou un ETF. Pas du tout. Un gros problème, je pense, en France, au-delà de l'éducation, c'est la motivation. J'ai l'impression que les gens ne se motivent pas assez pour je ne sais quelle raison psychologique. Il y a un manque de motivation, un manque de compréhension des obstacles, mais aussi de motivation pour les affronter. Et enfin, il y a de la peur. Et je pense qu'en France, pas mal de gens ont peur, une bonne proportion. Ils ont peur de prendre du risque, ils aiment qu'on les chouchoute. C'est peut-être pour ça qu'on a un État surpuissant en France avec un poids énorme, j'en sais rien. Il faudrait voir ça au niveau politique. Mais il y a de la peur. Et le Français a peur du risque, c'est pour ça qu'il s'oriente, peut-être que tu le sais aussi, même mieux que moi, il s'oriente vers la pierre, vers l'immobilier. Ça les rassure d'avoir quelque chose de palpable plutôt que d'acheter une petite portion de capital d'une entreprise. Donc déjà, il y a ces 5 gros obstacles à casser. Une fois qu'on les a cassés, eh bien on découvre un petit peu un monde, et ça passe par plusieurs phases. On va en parler aujourd'hui. Mais voilà, grosso modo, il faut d'abord casser ces 5 barrières qui sont fortes. Du coup, c'est quoi ces fameuses phases? Si tu te dis, ok, moi je veux investir, j'ai compris, dans quel ordre je m'y prends quand je suis un petit particulier? Alors, déjà, tout au début, tu en as un petit peu parlé dans l'intro de la vidéo, il faut apprendre à se connaître. Qui est-on? Est-ce que je suis un swing trader? Est-ce que je suis un investisseur ou un day trader? Déjà, on doit se connaître, apprendre à se connaître, et on débute dans l'acquisition du savoir. On commence à lire beaucoup de livres. Et il ne faut pas non plus trop se perdre dans l'acquisition du savoir, mais voilà, la première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est on devient un analyste. On observe les marchés. Et là, ça passe par beaucoup de travail sur nos graphiques. On observe, on regarde comment se comporte Bitcoin. Ok, il fait une marche à la hausse, une deuxième à la baisse, une troisième à la hausse, une quatrième à la baisse, après il explose. Ok, ça c'est la personnalité de Bitcoin. Je l'ai observé, je sais comment il fonctionne. Et on va observer les marchés via différentes stratégies, il y en a des tonnes, les moyennes mobiles exponentielles, les retracements de Fibonacci, les volumes, tout ce genre de choses. Ensuite, on va devenir un trader, on passe à l'étape d'après. C'est un autre métier par la suite. Après le poste d'analyste, on devient poste de trader. Et là, on va apprendre ensuite à gérer son risque et à gérer ses émotions. Donc il y a 5 phases en fait. Je te le fais très condensé, mais il y a ces 5 phases qui font qu'à la fin, eh bien, on peut être un bon investisseur ou un bon trader. Et pour quelqu'un qui veut faire uniquement du passif, parce qu'on en parlait un petit peu en off juste avant, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, entre l'inflation, les retraites, etc., on ne sait pas trop comment ça va se passer dans l'avenir, tu vois. Oui. Et il y a plein de gens qui vont dire, ouais, d'accord, mais moi, je veux investir mon argent, mais putain, je vais pas me mettre 6 mois, 8 mois, 1 an à me former, tu vois, et à devenir un trader. Il faut se former quoi qu'il arrive. Hein. Alors ça peut durer 6 mois, 8 mois peut-être, mais si c'est le temps qu'il faut pour bien comprendre le marché, on le fait. 6 mois, 8 mois, c'est pas énorme. Hein. Sur une vie, ça va. Si on n'a vraiment pas le temps et qu'on veut faire de l'investissement, comme tu dis, passif ou semi-actif, on peut jouer avec les moyennes mobiles exponentielles ou arithmétiques de façon simple, jouer avec les croisements. On peut construire une méthode de façon simple et on peut, par exemple, trader des ETF sur des périodes très hautes. Voilà, ça c'est possible. Et tu l'as mentionné, les obstacles d'inflation. Bon, après, ça c'est un énorme sujet, on peut en parler. Mais l'inflation, c'est cette inflation galopante qui est générée par les banquiers centraux qui impriment comme des fous dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a de la tension pour sauver un système. Ça génère de l'inflation que j'appelle galopante, c'est un peu une fuite en avant. Et on a l'impression qu'il faut performer, battre le marché pour ne pas perdre d'argent et conserver son pouvoir d'achat.
Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'investir, parce que ça nous permet de battre cette inflation qui, tant que le système financier sera ainsi fait, ne cessera d'être galopante et on aura cette fuite en avant de façon incessante. Et il y a un sondage qui était paru il y a quelques années d'Allianz, dont la conclusion était que 25% des Français ne savaient pas ce qu'était l'inflation. C'est-à-dire, il y en a 25% qui sont déjà hors circuit. Je ne suis pas étonné. Et donc, comme il n'y a pas énormément de personnes, une petite proportion en France qui trade ou qui investissent, il y a beaucoup de gens qui se font manger par cette inflation. Donc ça, c'est vraiment un très gros sujet. Et toi qui es spécialisé dans l'immobilier, je t'ai amené plein de stats. Hein. Vas-y, si ça m'intéresse. Si tu veux, on y va. Hein. Donc j'en ai 3. Ok. Mais c'est vraiment pour te montrer et expliquer aux gens cette inflation galopante qui nous tue en fait, notre capital. Le prix moyen d'une maison, ouais, ça c'est... en 1980, représentait 2 salaires annuels moyens. Aujourd'hui, on est passé à 6 fois. Donc ça, c'est une stat, elle fait très mal. La durée moyenne d'un prêt pour une résidence principale, en 93, c'était 14 ans. Aujourd'hui, c'est 23 ans. Donc c'est des chiffres, ils veulent tout dire. Aux États-Unis, l'âge moyen d'un primo-accédant était de 30 ans en 2008. C'était pas si longtemps quand même. Ouais. Aujourd'hui, on est à 38 ans. Donc on passe de 30 à 38 ans comme ça en 13 ans. Donc, en 17 ans. Mais voilà, c'est des chiffres qui font mal. Mais tu les as aussi dans les actions, dans tous les actifs, parce que en fait, les salaires moyens, eux, ne suivent pas l'inflation. Et c'est ça qui est dramatique. Et donc, il faut performer, avoir des bons investissements. C'est ça qui va vous protéger de la baisse du pouvoir d'achat. C'est super important de le dire parce que les Français, tu le sais, on est les champions du monde de l'épargne. En tout cas, on est toujours dans le top 3 des pays et des gens, c'est vrai, des citoyens qui épargnent le plus. On adore faire le petit écureuil, prendre une partie de notre salaire, le mettre sur le petit livret A, et ainsi de suite. Mais ce que ne comprennent pas beaucoup de gens, c'est que épargner ne suffit pas, justement, avec cette inflation. Non. Si ton argent est de côté, il ne performe pas, ou très peu, et il se fait manger. Exactement. Et tu perds du pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que Bitcoin existe. Théoriquement, c'est parce qu'il y a eu de l'impression monétaire à l'infini, dans des proportions monstres. La dernière fois, je parlais de Christine Lagarde, il y a des rumeurs, elle pourrait partir de la BCE. Elle a imprimé 4200 milliards d'euros pendant la pandémie. Avec la Fed, la Banque centrale a imprimé 9000 milliards de dollars dans la pandémie. Et c'est souvent le petit parallèle avec le Monopoly que je fais. Si on double la masse monétaire, on double le nombre de billets dans le Monopoly, eh bien, tout double en prix. Et c'est une façon simple d'expliquer ce qu'est l'inflation. J'utilise souvent ce petit parallèle avec le Monopoly. Mais c'est ce qu'ils ont fait, en fait, plus ou moins. Et c'est ce qui fait que l'or, par exemple, dernièrement, est parti à la verticale l'année dernière, mais encore un peu cette année. Il pourrait monter à 6000 $ l'once. Mais voilà, tout ça, c'est des conséquences de cette impression monétaire impressionnante des banquiers centraux. Tu dirais quoi aux gens? Tu leur dirais de commencer par les marchés financiers, commencer par l'immobilier, commencer par une assurance vie, un livret A, j'en sais rien. En termes de parcours d'investisseur, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu rentres dans la vie active. Dans quel ordre pour toi tu dois faire les choses? Ça dépend des personnalités des gens. Moi, je dirais tout de suite les actions, il n'y a pas de problème. Je veux dire, du moment qu'on arrive avec une méthode qui a été bien construite intelligemment autour de 2 ou 3 stratégies, qu'on a lu des livres, qu'on a pris le temps de s'éduquer. Maintenant, il y a ChatGPT qui vous dit tout, quoi. Il n'y a aucune excuse pour ne pas s'éduquer. Je dirais les actions. Les actions, c'est, voilà, on reste dans les maths. Et au moins, on maîtrise ce qu'on voit. Enfin, on maîtrise sa méthode. Après, on l'utilise et on a des résultats, bons ou pas bons. Mais par contre, voilà, on débute de façon simple. Après, en France, c'est le grand classique, c'est d'abord, on se concentre avant toute chose sur sa résidence principale, on achète sa maison, son appartement, et après on voit. Mais le problème, c'est que peut-être qu'après, un crédit pour une résidence principale, après, il ne reste plus rien, quoi. Enfin, donc, je ne peux pas vraiment te répondre, c'est en fonction de la personnalité de chacun, en fonction du patrimoine de chacun. Et on ne part pas tous du même niveau. Donc, Et les émergents, tu parlais de Bitcoin, et je pense aussi aux valeurs refuges, l'or, l'argent, les métaux, etc. C'est quoi ta vision sur tout ça?
Ma vision, c'est qu'un portefeuille, théoriquement, de façon basique, peut être structuré un tiers d'actifs risqués, donc actions, un peu de Bitcoin, un tiers d'actifs refuges, l'or, un peu d'argent, du cash, pas du cash, des obligations, par exemple indiennes ou chinoises, et un dernier tiers en cash pour acheter des creux éventuels dans les actifs risqués ou même dans l'or. Mais grosso modo, un portefeuille structuré 33%, 33%, 33% est logique dans ce monde qui est naturellement inflationniste, si je prends vraiment le temps long, à cause des banquiers centraux qui impriment de l'argent dès qu'il y a un problème. Donc dans ce monde-là, idéalement, de l'or, des actions et du cash. Et quand je parle de cash, c'est du dollar, majoritairement, parce que quoi qu'on en dise, ça restera avant toute chose, avant tout la devise refuge. Je sais que ça peut surprendre certains, mais c'est comme ça. Et puis éventuellement du franc suisse. Mais voilà, un tiers, un tiers, un tiers. C'est une bonne structure de portefeuille. Ok. Et on parle des particuliers, on va s'intéresser peut-être un peu plus aux particuliers, parce que c'est aussi des gens qui nous regardent. C'est quoi les erreurs que tu vois au quotidien, les plus grandes que font les particuliers, et qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? Alors, gros sujet. Hein. Ouais. Là, on peut en discuter pendant 2 heures. Je voulais juste revenir tout à l'heure. J'ai parlé d'actifs risqués, j'englobe aussi les ETF à l'intérieur. Hein. Ok. ETF, actions, Bitcoin, voilà. Alors, pour répondre à ta question, moi, je pourrais écrire franchement un livre et peut-être qu'un jour je le ferai. Hein. C'est-à-dire, je les connais, ces erreurs du débutant dans l'investissement ou dans le trading. La première erreur qu'on fait, c'est, je reviens un petit peu sur ce que je dis tout à l'heure, on ne sait pas qui on est et on se lance dans le day trading, par exemple. Ouais. Moi, je connais des personnes qui sont excellentes en day trading, mais qui ne savent pas investir. Elles ne peuvent pas détenir une position la nuit, elles n'endorment pas la nuit, elles restent scotchées sur le téléphone à regarder le prix du Bitcoin ou de l'action et à tergiverser. Inversement, il y a des investisseurs qui ne peuvent pas être day traders, par exemple. Et ça, c'est un grand classique. Donc, il faut vraiment savoir qui on est, savoir sur quelle période on peut trader. Est-ce qu'on est plus vers l'investissement, on va trader sur des périodes très hautes ou sur des périodes courtes? Est-ce qu'on est un investisseur, un day trader ou un swing trader? Il y a aussi l'entre-deux. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Est-ce qu'on est un spéculateur? Est-ce qu'on va aimer prendre des risques énormes à trader des actions avec des IPOs? Est-ce qu'on va essayer d'accrocher des creux en macro pour Bitcoin, prendre beaucoup de risques? Ou est-ce qu'on va être un trend follower, un suiveur de tendance? Est-ce qu'on va essayer d'accrocher le creux de chaque escalier et d'essayer d'être toujours dans le bon wagon, dans le bon train? Ça, c'est plus intelligent au début, quand on débute. Il faut savoir qui on est à la base. Est-ce qu'on a un lifestyle, aide-moi, Un style de vie. un style de vie où on a le temps de trader ou pas? Si on a une famille, on a des enfants, on peut se dire, ok, j'aurai le temps que de trader le samedi matin. Et ça ne marchera pas, parce qu'on va avoir la pression. Et puis à la fin, voilà, il faut vraiment se connaître. Ça, c'est vraiment la première erreur. Aussi par rapport à la situation financière, on ne peut pas trader avec effet de levier sur nos chômages. Voilà. Tout ça, c'est super important. D'abord, savoir qui on est. Deuxième erreur évidente, c'est ne pas avoir de méthode. Si on n'a pas de méthode, on ne fait rien. On peut pas. C'est pas du loto, la bourse. C'est pas un casino où on jette la pièce et on débute. Il faut vraiment avoir une méthode qui vous donne des plans avec des paramètres spécifiques, des plans qui vont se répéter de façon systématique et qu'on va prendre à chaque fois. Il faut que ce soit ennuyeux. Quand on a une méthode, on s'ennuie un petit peu parce qu'on voit toujours la même chose. Du moment que ça marche, il n'y a que ça qui compte. Voilà, rester humble également, même si c'est un petit peu hors sujet, parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir une méthode dans un marché haussier. Il y a un dicton en anglais qui dit « Everybody is a genius in a bull market ». C'est-à-dire qu'on appuie à n'importe quel moment, ça monte, voilà. Mais on n'a pas de méthode, en fait. Donc, il faut vraiment avoir une méthode. Troisième erreur, ne pas savoir comment la construire. Ça, c'est très, très important de la construire autour de 2 ou 3 stratégies max. Et ces stratégies doivent être simples. Il ne faut pas que notre graphique soit trop embrouillé d'éléments. Il faut que ce soit simple. Dites-vous que les meilleurs traders au monde font des choses extrêmement simples et ne sont pas forcément des intellectuels.
C'est voilà, de la simplicité. Le mot vraiment phare, c'est simplicité. Quatrième erreur, ne pas gérer son risque. Il faut savoir où entrer, où sortir, mettre son stop loss là où son scénario primaire est invalidé, savoir où est-ce qu'on va vendre, où est-ce qu'on va prendre ses profits. Tout ça, c'est défini à l'avance. Il faut vraiment avoir un plan pour bien gérer son risque. On utilise le terme Risk-Reward Ratio. C'est la distance entre ta cible et ton entrée par rapport au dénominateur, à ton entrée et à ton stop loss. Et idéalement, il faut que ce ratio soit égal ou supérieur à 3. Tout ça, c'est super important pour bien gérer son risque. Évidemment, pas d'effet de levier quand on débute. C'est évidemment prohibé. Attention, quand on joue sur les périodes, ne pas trop zoomer parce qu'on peut perdre la perspective et du coup se retrouver un petit peu piégé. Et puis bon, je te dis, je pourrais écrire un livre. J'en ai listé 10, mais on va se terminer sur la 5e. Évidemment, éviter les réactions émotionnelles, donc se comporter comme un robot. Et c'est là où vraiment c'est intéressant de suivre les algo traders, parce que non, absolument aucune émotion. Donc, pas de FOMO, pas d'avidité et pas d'ego. Alors, pas de FOMO, toi tu es un amoureux de Bitcoin comme moi, j'imagine. Donc dans le monde de la crypto, on est les rois du FOMO. Dès que notre ordre n'a pas été filled, n'a pas été atteint, et que Bitcoin part à la verticale, oh mon Dieu, on ne peut pas s'en empêcher d'appuyer sur ce bouton. Il faut s'en empêcher, parce que le FOMO peut avoir des conséquences catastrophiques, parce qu'on se retrouve en train de ne pas utiliser notre méthode. Et donc voilà, après ça va être la catastrophe. Pas d'avidité, pas d'effet de levier, on reste humble, on ne se venge pas du marché, on le respecte, pas de position trop forte, pas de stop loss trop serré, vous voyez ? Tu vois, Yann, c'est tout ça qu'il faut bien prendre en compte. Je vois que tu parles beaucoup d'émotions, et c'est difficile parce que l'être humain est un animal émotif. Ah oui. On est plein d'hormones, on est plein de réflexes, on a plein de choses qui sont héritées également du passé. Et de notre génétique aussi, parce via l'évolution tout simplement. Ouais. Et en fait, on a l'impression que l'être humain est inférieur sur les marchés financiers par rapport aux algos. Tu parles beaucoup des algos. Comment on arrive finalement à lutter avec les algos? Est-ce qu'il est possible de s'augmenter? On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, on parle beaucoup d'algorithmique, on parle beaucoup de firmes professionnelles et d'institutionnelles qui font appel à l'algorithmique pour enlever justement ces émotions. Est-ce que ça ne serait pas finalement une partie de la clé? La clé, c'est dans la méthode. C'est un petit peu comme tu trouves la recette miracle pour un tiramisu, un gâteau, ouais. et tu respectes ta méthode à la lettre, d'accord ? Tu vas éviter les émotions. Bon, le parallèle avec la cuisine, c'est peut-être moyen, mais c'est la méthode. Ouais, tu réfléchis pas. Voilà, quand on réfléchit pas, quand on raisonne de façon totalement mécanique, comme les algo traders font. Moi, j'avais lu un rapport de Goldman Sachs, c'était il y a 12 ans, qui a un peu changé ma vie, parce que du coup, j'ai basculé dans la technique complètement, qui disait que 90% des transactions dans les contrats à terme étaient pilotées par ces algo traders. Donc, eux n'ont pas d'émotion. Si on arrive à les suivre, eh bien, on va un petit peu se fondre à eux et ne pas en avoir également. Et moi, c'est ce que je montre dans l'émission du matin du Good Morning Market. Je présente une stratégie qui est simple, grâce à laquelle on peut gérer son risque de façon très efficace et donc on peut gérer ses émotions. Tant qu'on respecte une machine qui est huilée, qu'on respecte sa méthode, ces émotions ne vont pas venir à nous. Par contre, quand on est dans un trade, là oui, il faudra se concentrer, mais du moment qu'on respecte le plan, eh bien, on évite ces émotions. Okay. Pour les gens qui veulent suivre l'émission le matin, c'est sur YouTube? Sur YouTube, sur la chaîne XTB France, sur YouTube. Okay, tous les matins? Market. Mardi, mercredi, jeudi, c'est les journées vraiment chaudes en bourse. Okay. Et s'il se passe quelque chose d'important, j'en fais également le lundi et le vendredi. Et ça commence à quelle heure? Je la poste, la vidéo, vers 8h30. Ok. Du coup, c'est quoi ta méthodologie personnelle? Ah, ça c'est la grande question. Eh oui, pour pas avoir ces émotions, suivre tes plans, etc. Alors, un peu même ta journée type, tu vois. Non, ma journée type, c'est à part. Mais si je me mets en mode trading, moi, ma méthode est composée de la stratégie de Fibonacci que je présente le matin, d'une autre stratégie que je n'ai jamais divulguée à personne. Okay. Je ne la divulguerai jamais à personne. Okay. Et de la géométrie. La géométrie est très puissante également. Et ces trois stratégies composent ma méthode.
Et en complément, j'utilise des oscillateurs, RSI, MACD, il y en a plusieurs, mais moi j'aime bien le RSI et la MACD. Voilà ma méthode. Elle est simple, je te l'ai présentée en 30 secondes. C'est pas quelque chose de complexe. La stratégie de Fibonacci est puissante parce qu'elle te permet de bien gérer ton risque et elle est très simple à comprendre. Donc j'invite les personnes à regarder mes vidéos éducatives sur le sujet. Ok. Car voilà, je présente cette stratégie de façon très simple et je pense qu'on peut comprendre de façon rapide. Comment tu distingues le vrai signal du faux, le bruit statistique par rapport au vrai décalage? C'est-à-dire, C'est-à-dire, surtout en technique, tu as souvent des faux signaux. Et on se rend compte qu'on pense qu'il va se passer un truc et puis le scénario est invalidé, etc. Comment tu arrives à mettre le curseur sur je détecte un truc, je prends un trade parce que ça vaut le coup, ou peut-être pas? via ma stratégie, par exemple, que je présente le matin, l'entrée, elle est extrêmement précise. C'est à la virgule près. Ces algo traders trade à la virgule près quasiment. Ouais. Donc, les réactions sont attendues. Je sais que ça va réagir. C'est extrêmement rare que ça ne réagisse pas. C'est vraiment quelque chose de rare. Quand ça réagit, je suis ce que font ces algo traders sur les périodes plus courtes. Ils vont me donner des indications. Mais dans le pire des cas, la réaction attendue est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux signaux. Ce que toi tu vois comme des faux signaux, moi je les vois très rarement. Et donc voilà comment je procède. De façon, je t'explique de façon le plus simplement possible, hein, mais voilà comment je procède. Il y a des niveaux dis-toi qu'il y a des niveaux de support pour ces algo traders et des niveaux de résistance. Et c'est des combats. Il y en a qui achètent, il y en a qui vendent à découvert. Il y en a qui sont longs, il y en a qui sont short. Et tu peux te raconter plein d'histoires pour bien comprendre ce marché. Dis-toi par exemple qu'un algo achète un support qui est très précis. De mon expérience, je sais que ça va réagir. Ça réagit. Je regarde ce que fait l'algo trader qui lui va shorter. Si lui est stop loss, avec des niveaux de résistance qui sont très précis également, eh bien je sais qui gagne la bataille. Et en fait, ce marché, les marchés financiers, c'est une énorme guerre remplie de batailles entre les bulls, les bears, ceux qui achètent, ceux qui vendent. Et donc, parmi 90% de tout ce monde, tu as des algo traders. Où sont les fondamentaux de l'entreprise dans tout ça? Les fondamentaux, si tu vas investir dans une action, tu les analyses en amont. C'est-à-dire que tu as ton casque d'analyste fondamental. Une fois que tu as fait le travail, que tu as décidé d'acheter telle action et d'investir dans telle action, hop, tu changes de casque et tu mets ton casque de technicien des marchés. Et là, tu passes en mode, je mets les mains dans le cambouis, je trade, j'investis, j'appuie sur les boutons. Je mets mon stop loss où il faut le mettre, ce genre de choses. Mais la partie fondamentale concernant l'analyse d'une action est cruciale. C'est très très important, évidemment. On va analyser des indicateurs, et ça, c'était ce que je faisais plus, je le fais toujours évidemment, mais je faisais exclusivement à l'époque. Donc c'était avant ce fameux rapport de Goldman Sachs, il y a 12 ans. Et qu'est-ce que tu penses actuellement? On parle beaucoup de bulles de l'IA, bulles sur les techs, bulles sur les SaaS, etc. etc. C'est quoi ta vision sur tout ça? Alors, cette bulle de la tech ou de cette bulle de l'IA, si c'est une bulle, elle est extraordinaire et on a rarement vu ça dans l'histoire parce qu'elle a pris... ces actions de la big tech ont pris un poids tellement énorme. Je crois que les 7 magnifiques représentent un tiers de la capitalisation du S&P 500. Donc c'est monstrueux. On n'a pas de bulle particulièrement sur le Nasdaq, mais on a une bulle dans Google ou dans TSMC. Pas dans les autres 7 magnifiques. Et ces 7 magnifiques sont incroyables parce qu'elles surperforment, je les appelle les actions cannibales. Elles surperforment tous les autres secteurs de façon générale. Parfois, elles sous-performent de façon très courte, comme c'est le cas actuellement. Et après, elles reprennent le pas et elles surperforment à nouveau. Et ce sont ces actions qui contrôlent la bourse. Et si ces actions tombent, le S&P 500 se renverse et redescend. Et c'est là qu'on a les grosses corrections. Actuellement, on a Microsoft qui est descendu fortement, avec tout le secteur des logiciels. On a Amazon qui a suivi, Google dernièrement qui a suivi, Nvidia qui fait du surplace, on se pose des questions, là très prochainement, demain, il y a les résultats.
Donc voilà, un moment très très particulier en ce moment. On pourrait avoir une belle correction qui nous permettrait d'avoir une opportunité d'investissement. C'est une opportunité que dont je parle régulièrement dans l'émission du matin. Mais grosso modo, cette bulle de l'IA, elle gonfle, mais de façon durable, et c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que depuis octobre 2022, depuis que ChatGPT a été lancé, on a une tendance incroyable dans les semi-conducteurs notamment, qui sont vraiment des actions extraordinaires. Et voilà, c'est cette magnifique. Fondamentalement, elles sont aussi très solides, elles ont des superbes marges. Donc, secteur extraordinaire. Voilà, il y a un gros sujet sur les semi-conducteurs et sur la big tech. Et on parle des valeurs refuges. Les valeurs refuges sont des refuges jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Tu vois, il y a un petit peu des gens qui voyaient le Bitcoin comme une valeur refuge, et on voit que là, il y a une décorrélation. L'or est tout en haut, le Bitcoin s'est pété la gueule. Est-ce que tu crois au futur des cryptos? Est-ce que tu es plutôt du côté... Il y a deux teams, moi, j'ai l'impression. Il y a la team, c'est une valeur refuge, ça va changer le monde, le Bitcoin va tout casser. Et il y a la team, bon, bah, c'est juste un outil de spéculation. Bitcoin est un actif risqué. Il est corrélé au Nasdaq, il est corrélé à Nvidia, aux valeurs de la tech. C'est un actif risqué, c'est pas une valeur refuge. C'est une valeur refuge dans des pays où l'hyperinflation est monstre. Venezuela, Argentine, là, ok, peut-être. Mais c'est pas du tout une valeur refuge. L'or, oui, mais l'or, pour moi, je vois comme ça, a capté ce que Bitcoin, lui, a capté depuis toujours. C'est que les banquiers centraux imprimeront tant que le système perdurera. Et c'est pour moi la raison pour laquelle l'or est parti à la verticale en mode exponentiel, et il pourrait aller chercher les $6 000. C'est une surprise, parce qu'on pensait que la bulle pouvait éclater, et en fait non, on pourrait repartir à la hausse. On est en train de casser les $5 200 actuellement. Et donc ça veut dire que les algos sont en train de cibler $6 000. Moi, les cryptos, comment je les vois, je suis un grand amoureux de Bitcoin. Mais il n'y en a que très peu qui survivront parmi les altcoins. Il y a le côté technologique qui est fascinant, mais attention, ce sont des valeurs, ce sont des actifs risqués. Et il ne faut jamais l'oublier. Alors si le système explose et qu'il ne reste plus que Bitcoin, ok, oui, le Bitcoin montera, mais on en est très loin. Et bon, moi, Bitcoin, j'ai fait une interview récemment sur BFM. Je le vois s'orienter vers $44 000, voire $35 000 au plus bas. Et je sais que ça peut vraiment surprendre, mais Bitcoin résonne avec des cycles. Alors j'ai des stats fantastiques. Bitcoin monte dans ses marchés haussiers, généralement en moyenne pendant 1000 jours, corrige pendant 1 an minimum. 1 an, c'est quand même assez long. Et ce, de 85% en moyenne. Ce qui pourrait nous amener dans cette bande 44 000, 35 000, avec éventuellement 39 000 qui pourraient être méchés. Parce que, autre stat super intéressante, c'est pour ça que la technique vraiment est capitale. Chaque marché baissier a une amplitude qui représente 78,6% de l'amplitude du marché baissier précédent. 70,6%, c'est un nombre clé de Fibonacci. Et ça nous emmènerait peut-être à 39 000. Et ça, c'est vraiment dans la personnalité de Bitcoin. Il adore faire ça. Donc, respecter ces statistiques. Et c'est pour ça qu'il est fascinant, Bitcoin. Et Bitcoin, lui, est bourré d'algo traders. C'est un actif assimilé à de la tech, et donc qui est bourré d'algo traders. L'Ether, lui, en parallèle, il est dans une énorme consolidation. Et bon, moi, je le surveille surtout par rapport à un indicateur, le ratio Ether-Bitcoin. Sans doute que tu le fais aussi. Et donc voilà, ma vision des cryptos, c'est ça. Les cryptos n'existent, Bitcoin n'existe que par la bêtise des banquiers centraux. Et la bêtise devrait continuer pendant très longtemps. Et donc Bitcoin, voilà, théoriquement, doit monter. Par contre, si on casse 35 000 à la baisse, là, c'est massacre. C'est massacre à la tronçonneuse. On entre dans un nouveau monde pour Bitcoin, si jamais c'est le cas. Pour l'instant, on n'y est pas. Tu vois, mais ce qui est drôle avec les marchés financiers, c'est que tout le monde attend un petit peu les mêmes niveaux. C'est ce genre de prophétie autoréalisatrice. Parce qu'en fait, n'importe qui regarde les cycles a ces mêmes niveaux, c'est ce que je veux dire. Et donc,
tout le monde scrute ce 39 000, tout le monde scrute cette zone des 40 000. Mais qu'est-ce qui va se passer si on n'y va pas ou si on va plus bas? C'est à chaque fois l'inconnu. C'est là que les marchés sont un petit peu magiques, ils nous surprennent souvent, mais dans ce cas-là, Bitcoin est vraiment réglé comme une horloge. Ce serait anormal que Bitcoin n'y aille pas. Et c'est peut-être la cassure du niveau des 35 000 qui nous attend, peut-être. Mais voilà, cycliquement, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est dans sa personnalité. Tu as des actions, tu as des indices qui ont leur personnalité qui est propre. Par exemple, les indices américains adorent crasher, faire des espèces de flash crash. Et chaque instrument a sa personnalité. Et dans le cadre de Bitcoin, voilà, moi je le dis, hein, mes niveaux sont ceux-ci. Et parfois ça me tracasse parce que je ressens un petit peu ce que toi tu disais tout à l'heure. Si tout le monde atteint les mêmes niveaux, ben, le marché va prendre à contre-pied. Donc, mais ça, c'est le petit côté psychologique, le petit côté superstition, et il ne faut pas en avoir. Et Ether, c'est quoi ta vision sur Ether? Parce qu'on a l'impression que c'était vraiment... il a vachement déçu sur ce cycle, finalement, Ether. Tout le monde y voyait une explosion possible, le petit frère de Bitcoin, le changement de Proof of Work vers Proof of Stake, etc. Ça devait exploser et il a déçu tout le monde. Oui, il a déçu parce qu'on on a tapé une résistance dans le ratio Ether-Bitcoin qui a été rejeté à la baisse. Et c'est ça qui traduit donc cette insatisfaction, cette déception. Mais ouais, j'avais fait une émission sur BFM Business et j'en avais parlé. On n'est pas loin d'une alt season. Il faut vraiment qu'on casse cette valeur. Je ne me souviens plus, c'était 0. Il faudrait que je vérifie sur mes graphiques. Je crois que c'était 0,04 ou quelque chose comme ça. Ou 0,04, pardon. Et donc, on n'avait pas cassé cette résistance, on a été rejeté à la baisse, et donc l'Ether a déçu. Et tous les altcoins avec, parce qu'ils sont tous corrélés à Ether. Et on se dirige vers des cycles où on va avoir de moins en moins d'alt et de plus en plus de Bitcoin, possiblement. C'est une thèse aussi de pas mal de gens qui dit, ok, peut-être que les cryptos mûrissent tellement que les gens en ont marre des têtes de chiens et des meme coins et des NFT et toutes ces conneries. Et on va vers le plus fort, en fait. Il y a une espèce de refuge, de retour vers le... Il y a des coins qui sont très résilients, très solides. Alors, on a Tron, le ticker, c'est TRX. Ouais. On a BNB, le coin de Binance, ce qui peut paraître très surprenant parce qu'ils ont été attaqués par les institutions régulatrices aux États-Unis. On a XRP qui n'est pas décentralisé, mais ça reste quand même une valeur résiliente, même si elle a évité des cibles. Il y a Solana, Link. C'est du costaud quand même. Mais les plus impressionnantes sont Tron et Binance Coin. Ok. Et c'est important de le remarquer parce que dans les marchés baissiers, celles qui sont solides, voilà, il faut les distinguer pour après s'orienter dessus quand on repart à la hausse. Comment tu vois le futur? Parce que là, on parle à chaque fois, finalement, de la différence entre les institutions, les particuliers. On a les quants, et puis l'algo, et puis maintenant l'algo assisté par IA, le high frequency assisté par l'IA, et ainsi de suite. C'est quoi le futur? Dans un monde maintenant où il y a de plus en plus d'IA, il y a des modèles partout, on va tous bientôt avoir une puce dans la tête. Comment tu vois les choses? Vision personnelle. Rien ne changera. Les marchés fonctionneront toujours comme ils ont toujours fonctionné, avec leur personnalité, avec leur style. Voilà, ça ne va pas bouger. On se dit, ouais, les robots traders, les algo traders, tout ça, depuis quelques années, mais ils fonctionnent depuis 2008 au minimum. Ils ont commencé en 2000 déjà. Donc ils ont leur histoire déjà, hein, les algo traders. Avec le quantique, bon, ça c'est une autre histoire. Mais les marchés fonctionneront toujours avec les mêmes architectures, les mêmes mécanismes, les mêmes supports, les mêmes résistances. Il y aura peut-être des stratégies nouvelles qu'on découvrira. L'IA permettra d'avoir des gestionnaires de fonds robotisés, mais les marchés, eux, fonctionneront toujours de la même façon. Ils auront toujours leur personnalité. Ok. Eh bien, on essaiera de les suivre. Pour tous ceux qui veulent suivre tes morning briefings, je mets le lien en dessous de la chaîne. Je crois également qu'il y a une offre en ce moment, il y a une action gratuite. Il y a une action gratuite pour tout compte ouvert chez XTB. Ok, donc XTB offre une action aux gens qui ouvrent un compte. Donc, on vous met le lien également en dessous
Ça peut être sympa d'en profiter pour commencer à investir. Les gens peuvent investir, donc tu l'as dit, en mode trading court terme, également long terme, acheter oui, des il y a actions. de tout. Il y a de la place pour de l'investissement, pour du day trading et vraiment de tout. Sur toutes les périodes évidemment, actions, ETF, commodités, Bitcoin. Donc voilà, il y a tout pour satisfaire. Ok, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi Yann. Et puis on te retrouve dans tes morning briefings. Merci. Ça marche, à bientôt.